Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, l'antimatière, vers une civilisation stellaire. 2 grammes. Visuellement, c'est le poids d'un simple trombone de bureau. C'est vraiment minuscule. Voilà. Et d'ordinaire, quand on pense à l'énergie contenue dans un objet de cette taille, on a une image mentale très rassurante, très linéaire. Bien sûr. On imagine, je sais pas, l'allumette qu'on frotte. Il y a une étincelle, le bois brûle, et on obtient un tout petit peu de chaleur. C'est simple, c'est visible. C'est notre quotidien, en fait. Exactement. Mais si ce minuscule trombone de 2 grammes était composé, disons, pour moitié d'antimatière et pour moitié de matière ordinaire, le simple fait de les mettre en contact libérerait instantanément la puissance de 3 bombes nucléaires d'Hiroshima. 43 kilotonnes de TNT, pour être tout à fait précise. C'est terrifiant. Complètement. C'est une échelle de puissance qui défie l'intuition humaine. La logique de la combustion qu'on connaît, elle s'effondre totalement quand on touche au principe de base de la physique quantique. Et c'est exactement ce vertige qui va guider notre plongée en profondeur aujourd'hui. Je suis vraiment curieux d'aborder ça. La mission du jour, pour quiconque nous écoute, c'est de partir de cette étincelle destructrice totalement invisible à l'œil nu pour atterrir sur l'avenir géopolitique et même la survie philosophique de l'humanité tout entière. Vaste programme. Ah ça, oui. Et le matériel de base pour notre exploration est assez singulier. On analyse aujourd'hui les notes d'une conversation fascinante. Un très long texte collé relatant un échange entre un esprit particulièrement curieux et une intelligence artificielle. Un dialogue qui est vraiment riche. Très riche, ça dissèque les mystères de l'antimatière, les mégastructures solaires, et ça finit même par interroger la nature de la conscience humaine. Et les notes posent d'emblée un cadre très clair. La création d'antimatière, c'est pas de la science-fiction ou une fantaisie lointaine. C'est une réalité tangible. On le fait déjà? Oui, et ça illustre parfaitement le rapport complexe et souvent paradoxal que notre espèce entretient avec la notion d'énergie. Bon, décortiquons un peu ça. On sait fabriquer de l'antimatière aujourd'hui, notamment au CERN, à la frontière franco-suisse. Tout à fait. Mais le défi pour maîtriser cette substance est juste colossal. La source explique que pour en fabriquer, on propulse des particules dans un anneau géant à des vitesses proches de la lumière, puis, boum, on les fait se fracasser les unes contre les autres. En fait, le mécanisme sous-jacent repose sur la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2. Le grand classique. Voilà. Cette formule nous dit simplement que la masse et l'énergie sont interchangeables. Quand ces particules entrent en collision à une vitesse inouïe, l'énergie cinétique du choc est si violente qu'elle se matérialise. Elle se fige en quelque sorte. Sous forme de nouvelles particules, c'est ça? Exactement. Dont une infime, très infime fraction d'antimatière. Mais ce qui rend ce processus unique, c'est son rendement théorique. C'est-à-dire? Quand une civilisation brûle du charbon, elle ne libère que l'énergie des liaisons chimiques. Et même en fracturant des atomes lourds dans nos centrales nucléaires par fission, on ne convertit qu'environ 0,1% de la masse en énergie. Attends, pause. Seulement 0,1% de la masse dans un réacteur nucléaire géant? À peine, oui. Le reste demeure sous forme de déchets matériels. Ah ouais? Mais avec l'antimatière, la conversion est de 100%. La matière et l'antimatière s'annihilent mutuellement sans laisser le moindre déchet matériel. 0 déchet. Zéro. Uniquement de l'énergie pure sous forme de rayons gamma. D'où les fameux 2 grammes qui rasent une ville entière. C'est complètement disproportionné. Le cerveau a vraiment du mal à l'imprimer. C'est sûr. Mais la source souligne aussi le cauchemar logistique que ça représente, puisque l'antimatière s'annihile au moindre frôlement avec la matière normale, je veux dire un atome d'oxygène, un grain de poussière ou la paroi d'un réservoir d'acier. On ne peut pas la stocker dans un bocal. Ah non, impossible. Les notes parlent de pièges de Penning. Alors oui, l'expression peut sembler un peu abstraite, mais le principe physique est d'une ingéniosité redoutable. Puisqu'on ne peut absolument rien toucher, on utilise la force électromagnétique. Logique. L'antimatière possède une charge électrique, tout comme la matière, mais elle est inversée. Un piège de Penning génère un champ magnétique intense, couplé à un champ électrique, pour forcer la particule d'antimatière à léviter. À léviter dans le vide. Au centre d'une cavité où l'on a fait le vide absolu, oui. C'est un peu comme si on utilisait des aimants surpuissants pour maintenir une bille en suspension au milieu d'une pièce, sans qu'elle ne touche jamais ni le sol, ni le plafond, ni les murs. Une lévitation parfaite, quoi. Mais alors voici le chiffre du texte qui m'a littéralement fait bondir de ma chaise.
Pour produire un seul misérable gramme d'antimatière, avec nos accélérateurs actuels, il faut dépenser environ 25 milliards de kilowattheures. C'est faramineux! C'est l'équivalent de la production électrique annuelle de tout un pays. Alors là, j'ai une objection majeure. Si l'on dépense des milliards de fois plus d'énergie pour créer la particule qu'elle ne nous en restituera à la fin, c'est le pire modèle économique de l'histoire, non? Pourquoi s'acharner? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est précisément le changement de paradigme qu'exige la source. Il faut vraiment cesser de voir l'antimatière comme une source d'énergie. D'accord, c'est quoi alors? C'est un vecteur de stockage, une batterie. Prenons l'analogie évoquée dans la conversation avec l'IA, celle du pétrole. Ok, le pétrole? Le pétrole est aussi une batterie, mais c'est la nature qui s'est chargée de la remplir. Via la photosynthèse, la pression géologique, la Terre a mis des millions d'années pour stocker lentement l'énergie solaire dans des hydrocarbures. Et nous, on arrive et on pompe tout. Exactement. On ne fait que vider cette batterie. Avec l'antimatière, les scientifiques essayent de forcer un chargement massif. Ils essayent de compresser l'équivalent de millions d'années d'efforts cosmiques en une fraction de seconde dans un tunnel sous vide. Ah, je vois. C'est donc un moyen de condenser une quantité astronomique d'énergie dans une masse quasiment nulle. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas du tout fait pour éclairer nos villes. C'est le saint Graal pour l'exploration interstellaire. Pour aller loin, très vite. Alourdi. Ce qui demande encore plus de carburant pour décoller. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Et l'antimatière brise ce cercle vicieux. D'accord, je comprends mieux la distinction. C'est la batterie de luxe ultime pour repousser nos frontières cosmiques. Mais bon, si on a besoin de 25 milliards de kilowattheures juste pour amorcer une fraction de gramme, le réseau électrique terrestre va juste exploser en vol. Ah, ça c'est certain. Ça nécessite de repenser totalement la façon dont notre civilisation produit son énergie. Et c'est là que le texte introduit logiquement l'échelle de Kardashev. Oui, l'échelle de Kardashev permet aux astrophysiciens de classer l'évolution technologique d'une civilisation par sa capacité à maîtriser l'énergie. Et on se situe où, nous? Le niveau 0, c'est nous aujourd'hui. On fouille le sol pour brûler des restes organiques du passé ou on casse des atomes lourds. On est strictement limité par les ressources de notre propre planète. Super. Ensuite, le niveau 1, l'étape suivante, consiste à maîtriser l'énergie de notre astre à l'échelle planétaire, notamment via la fusion nucléaire. Ah, la fusion. C'est le fameux projet « Allumer un soleil dans une bouteille », comme les projets ITER ou NIF qui sont évoqués dans les notes. C'est ça. Le mécanisme de la fusion, c'est l'inverse de la fission. Au lieu de casser des atomes lourds comme l'uranium, on force des atomes très légers, comme l'hydrogène, à fusionner. Sous une chaleur extrême, j'imagine. Chaleur et pression extrême, oui. Quand ils fusionnent pour former de l'hélium, une petite partie de leur masse est convertie en une quantité gigantesque d'énergie. Et contrairement à l'antimatière, c'est un processus qui offre un gain net colossal. C'est une véritable source primaire. Ouais. Le texte glisse d'ailleurs avec pas mal d'humour que, dans le milieu scientifique, la fusion est un vrai running gag permanent. La fameuse blague des 50 ans. Exactement. Elle est censée être prête dans 30 ou 50 ans, peu importe la décennie à laquelle on pose la question. C'est cruel, mais assez vrai. Mais imaginons un instant qu'on dépasse ce niveau 1. On arrive au niveau 2. Et là, on s'embête plus à créer de petits soleils artificiels sur Terre. Non, au niveau 2, on va récolter l'énergie directement à la source géante qui trône au milieu de notre système. Le soleil? Oui, via l'essaim de Dyson, ou Dyson Swarm en anglais. Alors, le concept initial d'une sphère de Dyson solide, entourant complètement une étoile, c'est physiquement intenable. Les contraintes gravitationnelles la briseraient. Ça ferait comme une coquille d'œuf qui éclate. Exactement. Mais un essaim, composé de milliards de satellites indépendants équipés de panneaux solaires, ça, c'est une extrapolation technologique tout à fait sérieuse. D'accord. Le texte souligne d'ailleurs un point de placement stratégique très précis, le point de Lagrange L1. C'est une zone de l'espace située entre la Terre et le Soleil où les forces d'attraction des deux corps s'annulent presque. Pratique. Très pratique. Un satellite placé là reste en équilibre, il tourne avec la Terre, tout en baignant dans un ensoleillement perpétuel sans jamais connaître la moindre éclipse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avoir des milliards de panneaux solaires dans l'espace, c'est merveilleux en théorie. Mais comment on redescend cette énergie titanesque jusqu'à la prise de nos grille-pains ou de nos futurs accélérateurs de particules? C'est le vrai défi. Les notes mentionnent le solaire spatial, une sorte de transmission sans fil par faisceau de micro-ondes ou par laser. Alors si l'on relie cela à une vision plus globale, c'est un défi d'ingénierie majeur. Un faisceau énergétique projeté depuis l'espace, c'est pas vraiment un pointeur laser de bureau. La physique impose ce qu'on appelle la diffraction. C'est-à-dire l'élargissement naturel du rayon au fil de son voyage. Précisément.
Même si le faisceau de micro-ondes part d'un émetteur hyper concentré en orbite, après avoir parcouru les 36 000 km jusqu'à la surface de la Terre, il va inévitablement s'évaser. Il va baver un peu partout. Voilà, son empreinte au sol fera des kilomètres de large. Cela oblige à construire des antennes de réception terrestre gigantesques, des champs entiers de filets métalliques qu'on appelle des recténas. Ok, des recténas. Oui, capables de capter ces ondes dispersées pour les reconvertir en électricité, tout en tenant compte de l'atmosphère bien sûr, qui absorbe une partie du signal. Ah oui, l'atmosphère. Du coup, la source pose un cas d'école stratégique fascinant. Par quoi on commence? Je veux dire, si on bâtit les premiers prototypes d'un tel système, est-ce qu'on pointe le rayon vers la Terre ou vers une base lunaire naissante? Le texte tranche avec un pragmatisme implacable, basé sur le business case. La priorité pour attirer des investissements qui se comptent en trilliards, c'est la rentabilité. L'argent, toujours. Bien sûr. Or, la Terre a une urgence climatique vitale, mais surtout, elle possède déjà le réseau électrique de distribution et les milliards de clients payants. C'est logique? Toutefois, viser la Terre soulève un blocage sociétal immédiat, l'anxiété du public. L'idée d'un faisceau d'énergie invisible venu du ciel, capable d'alimenter des villes entières, ça ressemble à s'y méprendre au rayon de la mort d'un film de science-fiction. Voilà, on voit très bien les gros titres anxiogènes dans la presse. Voilà pourquoi la source positionne la Lune comme le bac à sable transitoire idéal. Pas d'atmosphère, pas de problème. Pas d'atmosphère pour perturber les lasers, pas de météo, pas de biosphère fragile, et c'est une cible très stable. C'est le terrain d'essai parfait pour valider la technologie des faisceaux spatiaux avant d'affronter l'opinion publique terrestre. Mais bon, admettre que nous allons un jour pointer des rayons énergétiques massifs vers nos continents, ça nous précipite de la physique vers la géopolitique la plus pure. Complètement. Construire ces essaims de Dyson et acheminer cette énergie, ça soulève une interrogation terrifiante. Qui tient le faisceau? En gros, qui possède l'interrupteur? Et c'est là que les notes dressent un tableau vraiment impartial de la dynamique de cette future loi de la frontière, sans prendre parti. Qu'est-ce qu'elles disent? Aujourd'hui, on observe déjà que le secteur privé, motivé par le marché, apporte l'agilité. Ces entreprises osent prendre des risques astronomiques et tolèrent l'échec explosif de leurs fusées, ce qui accélère l'innovation. C'est sûr que ça va plus vite. De l'autre côté, les États, qui sont plus lents, essaient de suivre pour encadrer légalement le mouvement. Mais le fameux traité de l'espace de 1967, qui déclarait l'espace comme un bien commun de l'humanité, il est structurellement démuni face à l'exploitation commerciale privée des ressources orbitales. C'est obsolète, quoi. On bascule vers la règle du premier arrivé, premier service. Tu sais, quand on lit cette section des notes, c'est vraiment impossible de ne pas penser aux grandes expéditions navales du XVe siècle. Quand les flottes européennes prenaient la mer vers l'inconnu, elles n'étaient pas du tout propulsées par la noblesse de la découverte scientifique. Ah non, pas du tout. Elles cherchaient le monopole de la route des épices ou l'or. Leur motivation était purement commerciale, voire carrément vénale. Mais au final, la construction de ces routes a littéralement structuré le monde moderne. Les conglomérats spatiaux actuels s'inscrivent exactement dans cette lignée de défricheurs commerciaux. C'est une comparaison très pertinente. Mais le danger fondamental décrit dans les sources, c'est l'émergence d'un technofeudalisme ou d'une oligarchie solaire. Il faut bien comprendre la mécanique de ce pouvoir. C'est-à-dire, Si un conglomérat privé ou une superpuissance unique parvient à construire et à contrôler le réseau de transmission spatiale, ils détiennent littéralement le pouvoir de l'interrupteur. et ça c'est glaçant. Il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça implique pour quiconque écoute. Historiquement, une dictature maintenait son pouvoir par les chars dans les rues, l'armée, on pouvait se rebeller, ériger des barricades. Oui. Mais imaginons que le réseau électrique d'un continent entier dépende d'un faisceau micro-ondes envoyé depuis l'espace par une entreprise orbitale. Si le continent refuse de se soumettre à une loi ou à une tarification aberrante, l'entreprise n'envoie pas de soldats. Elle n'a pas besoin. Elle éteint simplement le faisceau. Et là, les hôpitaux s'arrêtent, les serveurs tombent, la société s'effondre dans le noir absolu. Comment se rebeller quand le tyran se trouve à 36 000 km au-dessus de nos têtes, totalement hors d'attente physique? Eh bien, la rébellion par l'affrontement cinétique devient effectivement impossible. Cependant, l'analyse du document pointe la fragilité intrinsèque de ce modèle. Laquelle? Sa complexité démesurée.
Maintenir des millions de miroirs spatiaux et de lasers alignés au millimètre près, ça demande une maintenance continue, opérée par des dizaines de milliers de techniciens et d'ingénieurs hyper spécialisés. Ah, la faille humaine. Le tyran technologique est donc l'otage de sa propre infrastructure technique. S'il opprime ses ingénieurs, la machine s'enraye d'elle-même. La résistance changerait donc de forme. Ça deviendrait quoi? Ça passerait d'une lutte physique à une guerre de l'information, basée sur la décentralisation des serveurs, l'open source et le hacking des systèmes de contrôle orbital. Le sabotage logiciel comme seule arme face au monopole stellaire. C'est fou. Mais le texte offre heureusement une autre échappatoire à cette prison oligarchique. Oui, l'expansion spatiale. Voilà. Si la Terre, qui est une surface en 2D avec des ressources finies, devient étouffante sous la coupe de quelques monopoles, l'énergie quasi illimitée permet d'exploiter la 3D, le volume même du système solaire. Ce qui fait directement écho à cette célèbre pensée du pionnier de l'astronautique, Tsiolkovsky, qui est cité dans le document « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne vit pas éternellement dans un berceau ». Très belle citation. Et en passant de la surface d'une planète au volume du système solaire, la dynamique politique est bouleversée par la tyrannie de la distance. Plus une colonie s'éloigne, par exemple vers les lunes glacées de Jupiter ou les immensités de la ceinture d'astéroïdes, plus la communication subit la vitesse de la lumière. Les fameux délais. Oui, avec près d'1 heure de délai pour un simple échange radio, le micromanagement par un contrôle central terrestre devient caduc. Si la colonie maîtrise l'énergie par ses propres moyens, elle gagne de facto son indépendance. L'expansion volumétrique garantit la liberté, en fait. Mais pour que cette humanité éparpillée entre les étoiles survive à elle-même, la conversation source développe une vision sociétale que je trouve d'une pertinence absolue. La fameuse division. Exactement. Elle scinde les besoins vitaux de l'espèce humaine en 2 archétypes, 2 modes d'existence, les nomades et les méditatifs. Un concept profondément analytique pour le coup. Les nomades, ils représentent la composante bâtisseuse de notre espèce. Leur mode de pensée est focalisé sur la manipulation de la matière, l'ingénierie, la technique brute, l'optimisation des corps et l'expansion physique vers de nouveaux territoires. Ceux qui construisent les fusées. C'est ça. Sans eux, l'humanité resterait confinée à la merci du moindre astéroïde tueur. Et de l'autre côté, on trouve les méditatifs. Eux, en fait, se désintéressent totalement de la conquête spatiale matérielle. Leur expansion est intérieure. La conscience. Oui, ils se focalisent sur la conscience, l'éthique, la quête de sens, la philosophie, l'art. Et le besoin de ces méditatifs n'est pas qu'un luxe spirituel. Comme le dit très bien la source, quand on manie des énergies capables de raser une planète d'un simple clic sur un clavier, il faut une boussole morale totalement infaillible pour pas s'autodétruire en quelques années. C'est l'essence même du problème, tu vois. Une société purement nomade risque de se transformer en un mécanisme frot et aveugle. Comme un virus. Et uniquement de méditatif serait d'une sagesse absolue, c'est sûr, mais elle finirait inévitablement balayée par la prochaine tempête solaire cataclysmique. Par manque de défense technologique. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre évolution humaine ? Comment on fait pour s'assurer que ces 2 visions radicales du rôle de l'humain, construire des usines à antimatière versus contempler l'univers, ne finissent pas par se diviser ou se mépriser complètement ? Eh bien, cela soulève une question cruciale pour la viabilité à long terme de toute civilisation avancée. Le texte suggère que la simple tolérance mutuelle ne suffira pas. Il faut plus que ça. La véritable solution résiderait dans une humanité synthétique. Les individus du futur ne devront plus appartenir à une seule tribu. L'évolution exigera une synthèse interne. Au sein de la même personne. Oui, le même être humain devrait être intellectuellement capable de calculer des trajectoires orbitales complexes ou de calibrer des réacteurs thermonucléaires le matin. Et de plonger dans une introspection méditative ou de débattre d'éthique l'après-midi. C'est ça l'idée. C'est impressionnant de voir comment la fin de ces notes boucle la boucle avec notre point de départ sur la physique fondamentale. C'est une symétrie poétique. Si l'on repense au tout début de notre exploration, quand la particule de matière, qui pourrait incarner ici le principe nomade, le tangible, rencontre la particule d'antimatière, l'invisible, le principe méditatif, Oui. la loi aveugle du cosmos impose une destruction pure, la fameuse annihilation immédiate. Le flash gamma mortel dont on parlait au début. Voilà. Pourtant, l'esprit humain possède cette singularité de pouvoir déjouer cette fatalité cosmique. Dans la conscience humaine, la coexistence de forces diamétralement opposées ne provoque pas d'explosion destructrice. C'est l'inverse ?
Au contraire, lorsque la soif de conquête s'allie à l'exigence morale, cette friction génère la sagesse. Une clarté intellectuelle qui est bien plus vitale pour la pérennité de l'espèce que l'énergie brute d'une collision quantique. C'est vraiment une pensée extrêmement puissante à emporter avec soi. Surtout que, quand on y réfléchit, on n'a pas besoin d'attendre l'ère des essaims de Dyson pour la vivre. Chaque jour, à notre propre échelle, nous tentons tous de maîtriser ce réacteur intérieur. C'est très vrai. Jongle entre notre expansion nomade, bâtir notre carrière, absorber la montagne de données de notre monde hyperconnecté, maîtriser de nouveaux outils numériques, et notre expansion méditative, le besoin impérieux de ralentir, de trouver du sens, de cultiver notre réflexion face au vacarme de l'information. C'est un exercice d'équilibriste permanent, sous peine de surchauffe ou d'épuisement total de notre système interne. Ce qui m'amène à une dernière pensée. Une idée qui s'est vraiment formée au fil de l'analyse de ce dialogue captivant. Si, dans la nature, le heurt absolu des contraires crée la forme d'énergie la plus dense et la plus pure de l'univers, alors peut-être que notre regard sur les conflits de notre époque est incomplet. Intéressant. Le véritable défi de l'humanité n'est peut-être pas seulement technologique, il s'agit peut-être pas juste de savoir comment fabriquer des miroirs géants autour du Soleil. Mais plutôt... Peut-être que le défi ultime, c'est d'apprendre à canaliser la friction inépuisable de nos propres idéologies terrestres. Le carburant du prochain grand bond en avant de la civilisation ne se trouve probablement pas caché dans les tuyaux sous vide du CERN. Il se trouve sans doute dans l'énergie brute libérée lorsque nous parvenons à faire dialoguer nos plus profondes contradictions sans nous détruire. Voilà qui devrait nourrir pas mal de réflexions bien après la fin de notre exploration.